Alors, on continue sur le cadre institutionnel global qui régit les relations commerciales multilatérales. Nous avons vu l'organe principal qui est les parties contractantes et on va voir maintenant le Conseil des représentants, le deuxième organe dans le cadre de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce. Le Conseil des représentants a été créé par une décision des parties contractantes, le 4 juin 1960. Il est composé de représentants permanents des parties contractantes. Ils se réunissaient au moins une fois par mois. Ils se réunissaient au moins, c'est un organe permanent. C'est lui qui, avec le secrétariat, assurait la continuité des travaux de l'institution, c'est-à-dire de l'accord général des tarifs douaniers et le commerce. Il était compétent pour connaître de toutes les questions. C'est un organe exécutif. C'est lui qui exécute ou qui applique les décisions prises par les parties contractantes. Il était compétent pour connaître de toutes questions susceptibles d'être discutées et traitées par les parties contractantes lors de leur session. Et nous avons vu que les parties contractantes se réunissent, ce n'est pas un organe permanent, ils se réunissent une fois par an. Alors le Conseil des représentants préparait les sessions des parties contractantes et supervisait, c'est-à-dire contrôle, les travaux des différents comités, groupes de travail et autres organes subsidiaires du GATT. Comme il a été habilité à créer les organes qu'il voit qu'ils sont nécessaires pour exercer ses fonctions ou son mandat. S'agissant des mécanismes de prise de décision, le GATT fonctionnait suivant le principe un État, une voix. Ce n'est pas comme dans le cadre du Fonds monétaire international ou de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, où le nombre de voix était pondéré selon la cotisation de chaque État membre dans ces organisations. Alors, dans le cadre du GATT, nous avons chaque État a une voix. La règle était que les décisions devaient être acquises à la majorité des voix exprimées, c'est-à-dire la majorité simple. Il y avait des cas dans lesquels la majorité des 2/3 était requise. Par exemple, l'acceptation d'un nouveau ou d'une nouvelle partie contractante dans le cadre du GATT. Ça nécessite le vote à la majorité des 2/3 des parties contractantes. C'est la même chose pour l'accord d'une dérogation à un État membre. C'est aussi la révision de l'accord, à l'exception de la première partie, exige l'unanimité. La révision de l'accord, à l'exception de la première partie, qui exige l'unanimité, se faisait également à la majorité des 2/3, c'est-à-dire les amendements à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce. On accepte ou si on fait exception de l'article 1 et de l'article 2 de l'accord général, il se faisait à la majorité des 2/3, alors que l'article 1 et l'article 2 nécessitent l'unanimité des parties contractantes. Dans la pratique, à l'exception des accessions et des dérogations, on ne votait presque jamais au GATT. Aussi bien lors des sessions des parties contractantes qu'au Conseil des représentants, la quasi-totalité des décisions étaient prises par consensus, c'est-à-dire l'acceptation de l'ensemble des parties contractantes sans recourir au vote. À côté de l'organe partie contractante puis le Conseil de représentants, on trouve bien sûr le secrétariat et le directeur général.
L'accord général ne prévoyait pas d'une manière expresse l'existence d'un secrétariat. C'était un accord sous forme simplifiée et un accord provisoire. Alors, il ne prévoit plus de secrétariat qui gère les affaires administratives de l'accord. Il s'est développé de façon empirique. Il bénéficie de facto de tous les attributs du secrétariat d'une organisation appartenant au système des Nations Unies. Seulement son effectif était rudimentaire, c'est-à-dire pas nombreux, car il dépassait à peine une centaine d'administrateurs. Il exerçait son activité sous la supervision d'un directeur général. Le directeur général, celui-ci, a été également chargé de préparer le projet du budget de l'organisation et de veiller à son exécution. C'est-à-dire que c'est le directeur général, en collaboration avec le secrétaire, qui élabore le projet du budget. Et une fois que le projet du budget est préparé, il est discuté dans le cadre du comité du budget et des affaires administratives, puis voté par les parties contractantes. Il présidait les comités des négociations commerciales multilatérales. Il a été souvent chargé de rapprocher les positions des représentants des parties contractantes lorsque les discussions achoppaient sur un problème particulier. Vous savez que de 1947 à 1994, l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce a organisé 8 rounds ou conférences multilatérales sur les problèmes des échanges commerciaux, comme on va le voir par la suite. Alors, c'était le secrétaire général qui présidait les comités de négociation de ces conférences multilatérales. Le directeur général a également joué à plusieurs reprises le rôle de médiateur. Quand un différend naît entre deux États, le directeur général peut intervenir entre les deux comme médiateur ou comme conciliateur pour régler les différends commerciaux entre les parties contractantes. Le GATT disposait également de comités permanents. Il y avait au moins 3 comités permanents tels que le comité de la balance des paiements, le comité des concessions tarifaires, le comité du budget et des affaires administratives et le comité du commerce et du développement. Mais lors des négociations du 8e round qui a débuté au Uruguay en 1986, lors de ces négociations, les parties ont décidé de créer une nouvelle institution commerciale multilatérale, qui est l'Organisation mondiale du commerce. L'idée a cependant fait son chemin en cours des négociations. Ça veut dire que la déclaration de Punta del Este de 1986 n'avait pas pour objectif de créer une organisation mondiale du commerce. Mais c'est lors des négociations que les parties ont décidé de créer cette organisation. Surtout après la dislocation du bloc socialiste et l'entrée de la majorité de ces États dans le cadre de l'économie libérale, les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne, ou la communauté européenne à l'époque, ont vu que c'est préférable de créer une nouvelle organisation mondiale du commerce, comme c'est le cas dans le cadre monétaire, par exemple par le Fonds monétaire ou la Banque internationale pour la reconstruction et le développement. Bien que ne faisant pas partie du système institutionnel des Nations Unies, l'Organisation mondiale du commerce assure ses missions en liaison avec les autres organisations internationales à vocation économique, c'est-à-dire le Fonds monétaire international,
la Banque internationale, l'OIT, l'Organisation internationale du travail, et la FAO, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture. Ça veut dire que l'Organisation mondiale du commerce, comme l'Agence internationale de l'énergie atomique, ne fait pas partie du système des Nations unies. C'est-à-dire qu'il travaille d'une manière indépendante à l'Organisation des Nations unies. Mais en même temps, il a des liens avec certaines institutions spécialisées du système des Nations unies, comme le Fonds monétaire ou la Banque internationale. Alors, actuellement, l'OMC constitue la pierre maîtresse de la régulation de la sphère commerciale de l'économie mondiale. Le Fonds monétaire international se charge de la coopération monétaire, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement se charge du côté financier et l'Organisation mondiale du commerce se charge de la gestion de la sphère commerciale, c'est-à-dire des échanges commerciaux, que ce soit des marchandises ou des services. Elle sert de cadre institutionnel à la conduite des relations commerciales entre ses membres. Cette organisation est tout à la fois un forum permanent de négociations commerciales multilatérales, un lieu d'examen des pratiques commerciales de ses membres et un cadre où les disciplines multilatérales consenties au terme des négociations sont effectivement appliquées. On va expliquer ceci par la suite. Aussi, comme on va le voir par la suite, l'OMC est un cadre diplomatique rénové pour les consultations, les conciliations et la résolution des différends commerciaux entre ses membres. Alors, l'Organisation mondiale sert d'abord à gérer et contrôler l'application des accords commerciaux multilatéraux conclus dans son cadre, puis il sert comme forum permanent pour les négociations commerciales multilatérales, et vous savez dans ce cadre que en 2002, une première conférence multilatérale a été annoncée à partir de Doha, de Qatar. Jusqu'à présent, mais malheureusement jusqu'à présent, il n'a pas donné de résultats concrets dans le domaine de la coopération commerciale multilatérale. Aussi, l'Organisation mondiale du commerce sert comme cadre pour régler les différends qui naissent entre les États membres dans le domaine des échanges commerciaux, c'est-à-dire l'organe de règlement des différends, comme on va le voir par la suite, dans la séance prochaine. Alors, les traits caractéristiques de l'OMC, à la différence du GATT et à l'instar de toute organisation internationale, l'OMC est fondé sur un traité. Il est fondé sur un traité, c'est-à-dire l'accord de Marrakech. Elle dispose de la personnalité juridique, tant dans l'ordre interne des États membres que dans l'ordre international, c'est-à-dire il dispose de la personnalité interne et internationale, comme le prévoit son article, le paragraphe 1 de son article 8. Comme toute organisation internationale, l'OMC est dotée d'une structure tripartite. Une structure tripartite, nous trouvons d'abord la conférence ministérielle. La conférence ministérielle, c'est le pendant des parties contractantes dans le cadre du GATT. La conférence ministérielle, autorité suprême de l'organisation, il se compose de représentants ministériels de chacun de ses membres et se réunit au moins une fois tous les 2 ans. Une fois tous les 2 ans. Nous avons vu que pour les parties contractantes, elles se réunissaient une fois chaque année. La conférence ministérielle se réunit une fois tous les 2 ans. Elle constitue en quelque sorte l'instance législative de l'organisation. C'est la conférence ministérielle qui prend les décisions les plus importantes
dans le cadre de l'organisation. Alors, elle est habilitée, comme le prévoit l'article paragraphe 1 ou le paragraphe 1 de l'article 4, elle est habilitée à prendre des décisions sur toutes les questions relevant de tout accord commercial multilatéral. Tout accord commercial multilatéral, comme on va le voir par la suite, l'Organisation mondiale du commerce gère plusieurs accords commerciaux multilatéraux, que ce soit dans le domaine des marchandises ou des services ou des aspects de la propriété intellectuelle qui touchent au commerce. Ces accords, à propos de ces accords commerciaux multilatéraux, la conférence ministérielle peut les interpréter, peut veiller d'abord au contrôle de son application, de leur application, il peut les interpréter et il peut les amender si il le voit que c'est nécessaire. Alors, à côté de la conférence ministérielle, nous avons le Conseil général. Le Conseil général, il se présente comme l'organe de direction, c'est l'organe exécutif, de direction et l'instance exécutive de l'organisation. Organe permanent, c'est un organe permanent. Nous avons vu, la conférence ministérielle est un organe non permanent, il se réunit une fois tous les 2 ans, alors que le Conseil général, il se réunit au moins 9 fois chaque année. Organe permanent, il se compose de représentants des États membres accrédités auprès de l'OMC à Genève. L'OMC a son siège à Genève, en Suisse. Il se réunira selon qu'il sera approprié pour exercer les fonctions de la conférence ministérielle entre les sessions, c'est-à-dire c'est celui qui continue l'application des décisions prises par la conférence ministérielle. Il s'acquitte des fonctions de l'organe de règlement des différends prévu par le mémorandum d'accord sur le règlement des différends, c'est-à-dire l'annexe de l'accord créant l'Organisation mondiale du commerce, l'accord de Marrakech. Et il s'acquitte également des fonctions de l'organe d'examen des politiques commerciales des États membres. Il s'acquitte des fonctions de l'organe, c'est-à-dire c'est lui qui veille, c'est-à-dire le Conseil général, c'est lui qui veille au contrôle des politiques commerciales des États membres. Chaque État membre a la souveraineté de prévoir sa politique commerciale comme il veut. Mais puisqu'il est membre de l'Organisation mondiale du commerce, il doit respecter les principes et les dispositions des accords commerciaux multilatéraux conclus dans le cadre de l'OMC. Alors, ces politiques commerciales ne doivent pas contredire les dispositions et les principes de ces accords commerciaux. C'est le Conseil général qui se charge de ce contrôle. Le Conseil général est secondé par 3 conseils spécialisés. Alors, le Conseil général, c'est un organe plénier, c'est-à-dire il est ouvert à la participation des représentants de tous les États membres de l'Organisation mondiale du commerce. Alors que c'est le contraire de ce qu'on voit dans le cadre du Fonds monétaire international ou de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement. Dans le cadre du Fonds monétaire international, on trouve 2 organes, un organe plénier et un organe restreint. Le Conseil des gouverneurs, c'est un organe plénier, et il est ouvert à la participation des représentants de tous les États membres du Fonds monétaire. Alors qu'on trouve à côté du Conseil des gouverneurs un Conseil des administrateurs. Ce Conseil est un organe restreint. Il ne se compose que de 24 membres. Il n'est pas ouvert à la participation de tous les États membres. Ces membres sont restreints, c'est-à-dire uniquement 24 membres.
Le conseil général est secondé par 3 conseils spécialisés. Un conseil du commerce des marchandises, un conseil du commerce des services et un conseil des aspects des droits de la propriété intellectuelle qui touchent au commerce. Chacun d'eux, de ces conseils, supervise le fonctionnement des accords qui entrent dans son domaine d'action. Le conseil du commerce des marchandises et le conseil du commerce des services et le conseil des aspects des droits de la propriété intellectuelle qui touchent au commerce, ce sont 2 conseils généraux lui-même, mais uniquement quand se produit un problème dans le cadre des échanges commerciaux des marchandises. Le conseil général se réunit pour discuter uniquement des problèmes relatifs aux marchandises. Et c'est la même chose aussi pour le commerce des services ou les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce. Le Conseil général assure aussi le suivi et la coordination de leurs travaux, c'est-à-dire des travaux de 3 conseils. Les représentants de tous les membres pourront participer aux réunions de ces conseils. C'est-à-dire, ça relève de dispositions du paragraphe 5 de l'article 4 de l'accord de Marrakech. C'est-à-dire, il prévoit que ces organes sont ouverts à la participation de tous des représentants de tous les États membres de l'organisation. L'accord de Marrakech prévoit aussi l'existence de différents comités et groupes de négociation. Le paragraphe 6 de l'article 4 de l'accord de Marrakech prévoit l'existence uniquement de 3 comités. Le comité du budget et des affaires administratives, le comité de la balance des paiements et le comité du commerce et du développement. C'est uniquement 3 comités. Mais lors des négociations, et en vertu de ce paragraphe même, c'est-à-dire le paragraphe 6 de l'article 4, et sur proposition de la délégation marocaine, la conférence ministérielle a décidé de créer un 4e comité qui est le comité du commerce et de l'environnement. Et on trouve actuellement 4 comités permanents dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce. On trouve à côté de la conférence ministérielle et du Conseil général, on trouve le secrétariat. Comme plusieurs autres organisations internationales, l'OMC est lié par un accord de siège avec la Suisse, qui, lui, a fait don de l'ancien siège du GATT à Genève. C'est-à-dire que l'Organisation mondiale du commerce a hérité le siège du GATT, de l'accord général sur les tarifs douaniers du commerce à Genève. L'organisation dispose de services administratifs placés sous l'autorité d'un directeur général. Le directeur général de l'OMC joue le même rôle que le directeur général de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce. Ce dernier est nommé par la conférence ministérielle pour un mandat de 4 ans, renouvelable. Le secrétariat comprend actuellement environ 500 fonctionnaires ou agents. Ceux-ci bénéficient d'un statut de fonctionnaire international, leur conférant des immunités diplomatiques bien sûr et leur interdisant de solliciter ou d'accepter des instructions de tout gouvernement ou institution extérieure à l'OMC. L'article 6 de l'accord. En matière de prise de décision, l'OMC conserve la politique de consensus suivie par le GATT. Mais si le consensus s'avère impossible, les décisions sont prises à la majorité selon le principe un État, une voix. Des majorités renforcées existent pour certaines questions importantes. Par exemple, en vertu du paragraphe 2 de l'article 4 de l'accord de Marrakech, l'interprétation des dispositions d'un accord
commercial multilatéral, la décision de l'interprétation est prise à la majorité des 3/4. C'est la même chose pour l'octroi d'une dérogation à un État membre, en vertu du paragraphe 3 de l'article 9. De l'article 9, c'est pas l'article 3, c'est pas l'article 4, l'article 9, le paragraphe 2 de l'article 9. Que ce soit la conférence ministérielle ou le Conseil général, ils prennent aussi des décisions à la majorité des 2/3, c'est-à-dire, par exemple, l'acceptation d'un nouveau État membre dans l'Organisation mondiale du commerce. Mais il y a des domaines où l'unanimité est exigée. C'est pour l'amendement, par exemple, de l'article 9 ou de l'article 10 de l'accord de Marrakech. C'est la même chose pour l'amendement de l'article 1 de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce relatif à la clause de la nation la plus favorisée. Alors, le champ d'action et le fonctionnement de l'OMC, la réglementation du commerce mondial a connu un élargissement considérable. Nous avons vu que l'accord général, il faut bien le préciser, l'accord général sur les tarifs douaniers ne gérait que le commerce des marchandises. Alors que dans le cadre de l'OMC, les fonctions de cette organisation se sont élargies pour comprendre de nouveaux domaines. Alors, la réglementation ne visait que les biens visibles, c'est-à-dire les marchandises. Celle de l'OMC s'étend à de nouveaux secteurs du commerce visible, tels que le secteur agricole. Le secteur agricole n'était pas réglementé par l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce parce que les États-Unis avaient sa politique commerciale propre, la communauté européenne aussi avait sa politique commerciale commune. Alors, ils ne se sont pas mis d'accord ou ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur l'insertion du secteur agricole dans le cadre des principes et des dispositions de l'accord général. Alors, le secteur agricole est resté exclu du domaine de la réglementation du GATT jusqu'à les négociations de l'Uruguay Now qui ont abouti à la conclusion d'un accord sur l'agriculture. C'est la même chose pour le secteur textile. C'est la même chose pour les investissements liés au commerce, les aspects de la propriété intellectuelle qui touchent au commerce, ainsi que transactions invisibles, c'est-à-dire les transactions invisibles. Les marchandises, c'est du commerce visible. Le commerce des services, c'est du commerce invisible. Par exemple, le tourisme, le transport, les télécommunications, le secteur financier, ce sont des services. Les professions libérales, avocats, médecins, etc., comptables, etc., ce sont des services. Ils relèvent, ils sont réglementés par l'accord général sur le commerce des services dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce.